Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, nous sommes dans le nord de l'Angleterre. À quelques kilomètres de Manchester, les Landes s'étendent à perte de vue. Un paysage ouvert, silencieux, presque vide. Un endroit que l'on traverse, sans vraiment s'y arrêter. Au début des années 1960, plusieurs enfants disparaissent. Pauline Reed, John Kilbride, Case Bennett. Des affaires séparées. Des enquêtes locales. Sans lien apparent. Pendant des mois, rien ne permet de comprendre que ces disparitions s'inscrivent dans une même histoire. Et puis, en 1965, un événement vient tout changer. Un témoignage. Une maison. Et pour la première fois, des noms. Ian Brady et Myra Hindley. Un duo. Discret. Invisible jusque-là. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Et laisse l'histoire se dérouler. Sans précipitation. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Nord de l'Angleterre. Début des années 1960. À quelques kilomètres de Manchester, la ville s'efface rapidement. Les rues se resserrent une dernière fois. Les maisons s'alignent, puis disparaissent derrière les collines. Et très vite, il ne reste plus que les Landes. Un territoire ouvert. Sans clôture. Sans véritable limite visible. De grandes étendues d'herbes rases et de bruyères. Légèrement vallonnées, traversées par des chemins irréguliers, que seuls les habitués empruntent sans hésiter. Le vent est constant. Pas violent. Pas brusque. Présent. Il traverse l'espace sans rencontrer d'obstacles, fait onduler l'herbe, et impose une forme de continuité. Le ciel, lui, est bas. Souvent gris. Uniforme. La lumière ne change presque pas. Elle reste diffuse, comme retenue au-dessus du paysage. Dans ce type d'endroit, les distances sont trompeuses. Un point semble proche, mais il faut marcher longtemps pour l'atteindre. Un relief cache ce qui se trouve derrière lui. Et une fois engagé sur un chemin, on perd rapidement ses repères. Ce n'est pas un lieu spectaculaire. On n'y vient pas pour observer. On y passe. Par habitude. Par nécessité. Parfois pour s'isoler. À quelques kilomètres seulement, Manchester. Ses rues serrées. Ses usines. Ses quartiers ouvriers. Un monde dense, organisé, bruyant. Et entre les deux, une rupture nette. D'un côté, un espace contrôlé. De l'autre, un territoire ouvert, où les déplacements ne laissent pas toujours de traces. À cette époque, les Landes ne sont pas perçues comme un danger. Elles font partie du décor. Connues, traversées, mais rarement observées pour ce qu'elles permettent. Parce qu'ici, on peut s'éloigner rapidement. Sortir du regard des autres. Ne plus être visible. Et une fois le silence installé, il n'y a plus grand-chose. Pour le rompre, au début des années 1960, rien ne relie encore ces lieux. Aux disparitions qui vont suivre. Rien ne distingue ces étendues d'un simple paysage. Et pourtant, certaines caractéristiques sont déjà là. L'isolement, la difficulté à lire le terrain, la possibilité de disparaître du regard, sans rupture visible. Pour l'instant, ce n'est qu'un lieu. Un espace ouvert, calme, presque vide. Mais avec le temps, ce décor va changer de statut. Il ne sera plus seulement traversé. Il sera recherché. Avant que son nom ne soit associé à une affaire criminelle, Myra Hindley mène une vie qui ne retient pas l'attention. Elle naît en 1942, dans le nord de l'Angleterre. Dans un environnement ouvrier classique de l'époque. Des rues alignées. Des maisons identiques. Une vie organisée autour du travail. Son père est strict. Il impose des règles simples. Le respect. La discipline. Le contrôle de soi. Dans ce cadre, Myra apprend tôt à se contenir. À ne pas faire de vagues. À rester dans ce qui est attendu. Elle passe une grande partie de son enfance chez sa grand-mère. Un environnement plus stable, plus calme. C'est là qu'elle construit ses repères. Rien ne ressort particulièrement. Pas d'événements marquants. Pas de rupture visible. À l'école, elle est correcte.
Ni en difficulté, ni remarquable. Elle suit, sans chercher à se distinguer. Elle n'est pas isolée, mais elle ne s'impose pas non plus. Elle observe davantage qu'elle ne parle. Ce fonctionnement va rester. À l'adolescence, la continuité se maintient. Pas de changement brutal. Pas de dérive visible. Elle s'inscrit dans le cadre. Puis, comme beaucoup à cette époque, elle entre rapidement dans la vie active. Elle travaille dans des bureaux. Des tâches simples. Classement. Dactylographie. Suivi de dossiers. Un travail régulier. Structuré. Sans prise de décision importante. Elle s'y adapte facilement. Elle fait ce qu'on attend d'elle. Sans chercher à aller au-delà. Son apparence correspond à cette normalité. Cheveux clairs. Tenue soignée. Comportement discret. Rien qui attire l'attention. Elle passe facilement inaperçue. Et c'est précisément ce qui la définit à ce moment-là. Une présence stable. Sans aspérité. Sans rupture. Mais progressivement, certains éléments apparaissent. Pas de manière visible. Pas dans son comportement extérieur. Plutôt dans ce qu'elle développe seule. Elle s'intéresse à certains sujets. Qui sortent du cadre habituel. La criminalité. La violence. Des récits plus sombres. Ce ne sont pas des passions affichées. Elles restent privées. Silencieuses. Mais elles existent. En parallèle, elle commence à s'éloigner légèrement du cadre familial. Rien de brutal. Plutôt une distance progressive. Une envie d'indépendance. C'est dans ce contexte qu'elle trouve un emploi à Manchester. Un environnement différent. Plus grand. Plus dynamique. Moins encadré. De nouveaux collègues. De nouvelles interactions. Un espace où les repères changent. À ce stade, rien ne semble particulier. Une trajectoire classique. Une vie ordinaire. Mais c'est dans ce nouvel environnement qu'un élément va apparaître. Une rencontre qui, au départ, ne se distingue pas des autres. Au début des années 1960, dans un bureau de Manchester, Myra Hindley rencontre Ian Brady. Ils travaillent dans la même entreprise. Un environnement administratif. Calme. Structuré. Des bureaux alignés. Des dossiers empilés. Des journées qui se ressemblent. La rencontre, au départ, ne se distingue pas. Un collègue parmi d'autres. Des échanges simples. Professionnels. Mais rapidement, un détail apparaît. Ian Brady ne fonctionne pas comme les autres. Il parle peu, mais quand il parle, il développe. Ses références ne sont pas les mêmes. Il lit beaucoup. Des livres que l'on ne trouve pas dans ce type d'environnement. Philosophie. Littérature. Textes plus complexes. Il ne les mentionne pas pour se mettre en avant. Il les utilise. Dans les discussions. Dans les réponses. Dans la manière dont il observe les choses. Pour quelqu'un comme Myra Hindley, ce contraste est visible. Parce qu'il introduit quelque chose de nouveau. Une forme de profondeur. Un autre niveau de lecture. Au départ, elle écoute. Puis elle s'intéresse. Les échanges deviennent plus fréquents. Un peu plus longs. Moins liés au travail. Brady oriente les conversations. Il ne parle pas au hasard. Il introduit des sujets précis. La morale. La société. Les comportements humains. Il pose des idées. Il les construit. Il les explique. Et progressivement, il installe un cadre. Un cadre dans lequel certaines règles ne sont plus évidentes. Ce processus est discret. Il ne repose pas sur une pression. Il n'y a pas de confrontation. Pas de rupture visible. Mais une influence. Continue. Structurée. Myra Hindley s'adapte. Elle pose des questions. Elle cherche à comprendre. Elle commence à reprendre certaines idées. Pas immédiatement. Pas entièrement. Mais suffisamment pour que la dynamique change. La relation évolue. Elle ne reste plus professionnelle. Ils passent du temps ensemble en dehors du travail. Les échanges deviennent plus personnels. Plus fermés. Et progressivement, le reste de leur environnement perd de l'importance. Ce point est essentiel. Parce qu'il marque un changement de fonctionnement.
Jusqu'ici, Mira évoluait dans un cadre collectif. Famille, travail, habitude. Désormais, une partie de son équilibre se construit ailleurs. Dans cette relation, dans cet échange, dans cette influence. À ce stade, rien ne permet encore de relier cette rencontre à ce qui va suivre. Mais un élément est déjà en place. Une dynamique, un rapport d'influence, un cadre dans lequel certaines idées peuvent évoluer sans être remises en question. Et c'est précisément ce cadre qui va transformer la suite. Après leur rencontre, la relation entre Mira Hindley et Ian Brady évolue lentement. Il n'y a pas de moment précis, pas de rupture nette, seulement une accumulation, des discussions qui se répètent, des idées qui reviennent, et un cadre qui se transforme. Au départ, les échanges restent simples, puis ils deviennent plus structurés. Brady introduit des références, des auteurs, des concepts. Il parle de philosophie, de rapport de force, de hiérarchie entre les individus. Il évoque notamment Friedrich Nietzsche, pas comme un nom posé au hasard, mais comme un point d'appui. Il explique, il interprète, il adapte. Ce qu'il dit ne reste pas abstrait. Il relie les idées au réel, au comportement, aux situations. Progressivement, les discussions changent de nature. La morale n'est plus une évidence. Elle devient une question. Un sujet que l'on peut analyser, déconstruire. Dans ce cadre, certaines limites deviennent floues. Pas supprimées, mais déplacées. La violence apparaît dans les échanges. Pas comme un choc, pas comme quelque chose d'immédiat, mais comme un objet de réflexion. Un thème parmi d'autres. Brady ne décrit pas. Il explique. Il justifie. Il replace les faits dans une logique. Et c'est précisément cela qui modifie la perception. Parce que ce qui était une limite claire devient progressivement discutable. Mira Hindley écoute. Elle ne contredit pas. Elle suit le raisonnement. Elle s'adapte. Ce processus reste invisible de l'extérieur. Elle continue à travailler, à vivre normalement. Mais ses repères changent. Ses références évoluent. Elle lit ce que Brady lui propose. Elle s'intéresse au même sujet. Elle reprend certaines idées. Pas en opposition, mais en continuité. Dans le même temps, leur relation se déséquilibre. Brady prend une place dominante. Pas par contrainte, mais par maîtrise. Il oriente les échanges. Il définit les sujets. Il structure les discussions. Et Mira s'inscrit dans ce cadre. Sans rupture. Sans résistance visible. Ce fonctionnement crée une dynamique. Une hiérarchie implicite. Dans laquelle les décisions, les idées, les orientations, ne viennent plus d'elles seules. Elles se construisent dans ce duo. Et surtout, dans l'espace défini par Brady. À ce stade, rien n'est encore visible. Aucun acte. Aucune rupture extérieure. Mais un changement est en cours. Lent. Progressif. Une manière différente de voir. De penser. Et surtout, de ne plus remettre en question certaines idées. Et c'est précisément ce changement qui prépare la suite. Avec le temps, la relation entre Mira et Ian ne se limite plus à des échanges. Elle devient un cadre, un fonctionnement. Ils passent de plus en plus de temps ensemble, en dehors du travail, à l'écart des autres. Des moments où les discussions ne sont plus interrompues, où rien ne vient les contredire. Dans cet espace, les idées ne restent pas théoriques. Elles s'installent. Elles prennent une forme plus concrète. Le reste de leur environnement commence à s'effacer. Les collègues, la famille, les relations extérieures. Ces liens ne disparaissent pas. Mais ils comptent moins. Le centre se déplace. Il n'est plus autour d'un cadre social. Il est dans leur relation. Ce point est essentiel. Parce qu'il modifie la manière dont les décisions sont prises. Elles ne passent plus par un regard extérieur. Elles se construisent à deux. Dans un espace fermé. Sans contradiction. Dans ce type de dynamique, les repères évoluent rapidement. Ce qui semblait discutable devient acceptable.
Ce qui restait abstrait devient envisageable. Et progressivement, certaines limites cessent d'exister dans leur cadre. Les rôles se précisent. Ian Brady conserve la direction. Il propose. Il oriente. Il structure. Mira Hindley ne reste pas en retrait. Elle suit. Mais elle participe. Elle valide. Elle s'inscrit dans ce fonctionnement. Ce n'est pas une présence passive. C'est une intégration. Le duo repose sur cet équilibre. Une direction. Une adhésion. Et surtout, une cohérence commune. À ce stade, rien ne change en apparence. Ils travaillent. Ils circulent. Ils interagissent avec les autres. Leur vie reste normale. Mais cette normalité devient une façade. Parce que le fonctionnement réel se situe ailleurs. Dans cette relation. Dans cet espace fermé. Et dans les décisions qui y sont prises. Ce type de structure est stable. Tant qu'aucun élément extérieur ne vient l'interrompre. Et ici, rien ne vient la perturber. Le duo fonctionne. Sans opposition. Sans remise en question. En 1963, une première disparition est signalée à Manchester. Pauline Reed. 16 ans. Elle quitte son domicile pour une sortie ordinaire. Un trajet simple. Un déplacement sans particularité. Elle ne rentre pas. Les recherches commencent rapidement. La famille alerte. La police intervient. Le quartier est interrogé. Mais aucun élément concret n'émerge. Pas de témoins directs. Pas de scène identifiable. Pas de traces exploitables. L'affaire reste ouverte. Mais sans direction claire. À ce moment-là, rien ne relie cette disparition. À Mira Hindley et Ian Brady. Ils vivent à Manchester. Ils travaillent. Ils circulent. Rien ne les distingue. Un an plus tard, en 1964, une autre disparition. John Kilbride. 12 ans. Il disparaît dans le quartier d'Ashton-under-Lyne. Le contexte est différent. Mais certains éléments se répètent. Un déplacement court. Un environnement familier. Et une disparition soudaine. Là encore, les recherches sont lancées. La police interroge. Les habitants s'inquiètent. Mais les mêmes limites apparaissent. Pas de point de rupture visible. Pas de témoins fiables. Pas d'indices immédiats. Les deux affaires ne sont pas reliées. Elles restent séparées. Locales. Traitées comme des événements indépendants. Pendant ce temps, ils continuent leur vie. Ils sortent. Ils travaillent. Ils interagissent avec leur entourage. Aucun comportement ne déclenche d'alerte. Aucun signalement. Rien. Et c'est précisément cela qui permet à la situation de durer. Parce que les faits, pris isolément, ne permettent pas de construire une logique. Ils existent. Mais ils ne se rejoignent pas. Dans ce type de contexte, l'absence de lien est déterminante. Tant que les affaires restent séparées, aucune structure ne peut apparaître. Et tant qu'aucune structure n'apparaît, aucun suspect ne se dégage. À ce stade, les disparitions sont réelles. Les recherches sont engagées. Mais la compréhension globale n'existe pas encore. Après les premières disparitions, rien ne change en surface. Les jours passent. Les semaines aussi. Manchester continue de fonctionner. Les familles cherchent. La police enquête. Mais sans point de départ clair, les investigations ralentissent. Et pendant ce temps, Mira Hindley et Ian Brady restent invisibles. Ils ne se cachent pas. Ils vivent. Ils circulent dans les mêmes rues. Fréquentent les mêmes quartiers. Sans attirer l'attention. Puis, en décembre 1964, un élément nouveau apparaît. Case Bennett, 12 ans, disparaît à son tour. Il est vu pour la dernière fois dans son quartier. Un environnement qu'il connaît. Un trajet court. Comme les précédents. Là encore, aucune scène. Aucun témoin décisif. Mais avec le recul, certains points se répètent. Des victimes jeunes. Des moments ordinaires. Des disparitions rapides. Pas de confrontation visible. Pas de rupture brutale. Juste une transition. D'un espace public vers un lieu qui échappe au regard.
À ce stade, personne ne parle de méthode. Personne ne parle de série. Mais les éléments sont déjà là. Une manière d'approcher. Sans brusquer. Sans créer d'alerte immédiate. Dans plusieurs cas, un détail reviendra plus tard. La présence de Mira, une femme, dans un véhicule, dans un échange. Ce point modifie la perception. Il rend la situation normale, crédible. Il réduit la méfiance et permet le contact. Ce fonctionnement ne repose pas sur la force, mais sur la confiance, ou plutôt, sur l'absence de méfiance. Une fois ce contact établi, le reste disparaît, sans témoin, sans trace immédiate. Et c'est précisément cela qui empêche les enquêtes d'avancer. Parce qu'il n'y a pas de scène, pas de moment identifiable, seulement une disparition. Et dans cette absence, rien ne permet encore de relier les faits. Mais une structure est en train de se mettre en place. Discrètement, régulièrement, sans variation. Et tant qu'elle reste invisible, elle peut continuer. À quelques kilomètres de Manchester, les Landes s'étendent toujours. Les mêmes reliefs. Les mêmes chemins irréguliers. Le même vent qui traverse sans s'arrêter. Rien n'a changé. Et pourtant, le regard, lui, n'est plus le même. Avec le recul, certains trajets prennent une autre forme. Des routes qui quittent la ville, montent progressivement, puis disparaissent dans un paysage ouvert. Sans barrière, sans indication claire. Dans ces zones, il est facile de s'éloigner, de quitter les axes principaux, de suivre un chemin secondaire, puis un autre, et rapidement, il n'y a plus personne. Pas de circulation, pas de regard extérieur, seulement le vent, et une étendue, qui absorbe les sons. Saddleworth Moor devient, sans être nommé à l'époque, un point central, un espace connu localement, traversé, mais rarement observé en détail. Les reliefs y sont trompeurs. Une légère élévation peut masquer ce qui se trouve derrière. Un creux peut disparaître complètement depuis un autre angle. Et une fois à distance des chemins principaux, les repères deviennent incertains. Dans ce type d'environnement, le temps agit différemment. Ce qui est visible un jour peut ne plus l'être quelques semaines plus tard. Le sol bouge, la végétation évolue, et les traces s'effacent. Avec le recul, les enquêteurs comprendront que ces lieux n'étaient pas choisis au hasard. Ils correspondent à une logique. S'éloigner rapidement de la ville. Sortir du regard. Entrer dans un espace difficile à lire. Mais à l'époque, rien ne distingue ces Landes d'un simple paysage. Elles font partie du quotidien. On les traverse. On les contourne. On n'y reste pas. Et c'est précisément cette banalité qui les rend efficaces. Parce qu'un lieu que l'on ne regarde pas est un lieu qui ne retient pas l'attention. Pour Mira Hindley et Ian Brady, ces espaces deviennent familiers. Pas spectaculaires. Pas exceptionnels. Mais utilisables. Accessibles. Connus. Et suffisamment éloignés pour ne pas être observés. À ce stade, les disparitions ne sont toujours pas reliées. Les recherches continuent, mais sans point commun identifié. Et pendant ce temps, les Landes restent ouvertes, silencieuses, en apparence, neutres. Après plusieurs disparitions, le temps continue de passer. À Manchester, la vie ne s'arrête pas. Les rues restent animées. Les bus circulent. Les journées se succèdent. Mais pour certaines familles, le temps ne suit plus le même rythme. Les recherches continuent. Des affiches sont placardées. Des témoignages sont recueillis. On interroge les voisins, les connaissances, les derniers contacts. Chaque détail est examiné. Mais les réponses ne viennent pas. Dans les dossiers de Pauline Reed, de John Kilbride et de Case Bennett, le même constat s'impose. Pas de point de rupture clair. Pas de scène identifiable. Pas d'éléments qui permettent de reconstruire ce qui s'est passé. Chaque affaire reste isolée. Les dates sont proches, mais les liens ne sont pas établis. Les lieux diffèrent.
Les circonstances varient légèrement. Et sans connexion évidente, les enquêtes avancent séparément. À cette époque, les outils d'investigation sont limités. Pas de base de données centralisée. Peu de coordination entre les services. Chaque dossier est traité localement, indépendamment. Dans ce contexte, l'absence de lien devient déterminante. Parce que sans structure, il n'y a pas de suspect commun, pas de direction globale. Seulement des recherches, qui s'épuisent avec le temps. Pendant ce temps, Mira Hindley et Ian Brady continuent leur vie. Ils travaillent. Ils se déplacent. Ils apparaissent comme un couple ordinaire. Rien ne les distingue. Aucun signalement ne les concerne. Ils ne sont pas surveillés. Ils ne sont pas recherchés. Et c'est précisément cela qui maintient le silence. Parce que ce silence n'est pas seulement l'absence de réponse. C'est une absence de lien. Une impossibilité, à ce moment-là, de voir l'ensemble. Les faits existent. Les disparitions sont réelles. Mais elles ne se rejoignent pas. Et tant qu'elles ne se rejoignent pas, rien ne permet de comprendre ce qui est en train de se produire. Pendant des mois, les affaires restent séparées. Puis, lentement, un élément change. Pas dans les dossiers. Dans le regard. Les enquêteurs commencent à remarquer des similitudes, des victimes jeunes, des disparitions soudaines, des contextes ordinaires. Rien de suffisant pour conclure, mais assez pour interroger. En octobre 1965, un nouvel événement se produit. Edward Evans, 17 ans, disparaît à Manchester. Cette fois, le contexte est différent. Il ne disparaît pas dans la rue. Il est vu pour la dernière fois, en compagnie d'un homme. Un détail, mais un détail concret. Et pour la première fois, une direction devient possible. Les recherches s'orientent. Les témoignages sont recoupés. Des éléments apparaissent. Pas immédiatement, mais suffisamment pour attirer l'attention. Puis, très rapidement, la situation bascule. Un homme est arrêté. David Smith, approche de Mira Hindley. Son témoignage change tout. Il décrit une scène précise, localisée. Il affirme avoir assisté à un meurtre dans une maison de Manchester. Une version difficile à entendre, mais détaillée, cohérente, vérifiable. La police intervient immédiatement. Une perquisition est menée dans le logement occupé par Ian Brady et Mira Hindley. Et cette fois, il y a une scène a lieu. Des éléments matériels. Ce qui manquait jusque-là. À partir de ce moment, les affaires ne sont plus isolées. Elles commencent à se rejoindre. A lieu. Des noms. Une structure. Les soupçons deviennent concrets. Et pour la première fois, le silence se fissure. Le 7 octobre 1965, la police se rend dans une maison de Manchester. Une adresse précise. Le logement occupé par Ian Brady et Mira Hindley. L'intervention est rapide. Organisée. Elle fait suite au témoignage de David Smith. Un récit détaillé. Un lieu identifié. Et pour la première fois, un point d'ancrage concret. À l'intérieur, les enquêteurs découvrent une scène. Dans une pièce de la maison, le corps de Edward Evans, 17 ans. La situation ne laisse pas de doute. Ce n'est plus une disparition. C'est un fait établi. Immédiatement, Ian Brady est arrêté. Sans tentative de fuite. Sans résistance notable. Mira Hindley est également interpellée. Elle est présente. Calme. Elle ne conteste pas l'arrestation. À ce moment-là, l'affaire change de nature. Ce n'est plus une série de disparitions. C'est une enquête criminelle structurée. Avec un lieu, des suspects et des éléments matériels. Les perquisitions se poursuivent. Les enquêteurs fouillent la maison. Ils saisissent des objets, des documents, des éléments qui vont être analysés. Et progressivement, un lien commence à se former entre ce qui vient d'être découvert et les disparitions précédentes. Ce lien n'est pas immédiat.
Il ne se construit pas en une seule étape. Mais pour la première fois, il devient possible. Parce qu'il existe désormais un point central. Une scène. Un couple. Et des éléments concrets. Le silence, qui jusque-là reposait sur l'absence de preuves, ne tient plus. Après les arrestations, l'enquête change de rythme. Les interrogatoires commencent. Séparément, Ian Brady est entendu. Mira Hindley aussi. Au départ, les réponses sont limitées. Brady parle peu. Il répond précisément aux questions, mais sans élargir. Il ne cherche pas à expliquer. Il se contente du strict et nécessaire. Hindley, elle, adopte une autre posture. Plus ouverte en apparence. Mais prudente. Elle ne conteste pas tout. Elle ne reconnaît pas tout non plus. Les enquêteurs avancent avec ce qu'ils ont. Le témoignage de David Smith. La scène découverte dans la maison. Et les éléments saisis lors des perquisitions. Parmi ces éléments, certains retiennent immédiatement l'attention. Des photographies. Des enregistrements. Des objets liés au déplacement. Rien qui, pris isolément, permettent de comprendre l'ensemble. Mais suffisamment pour ouvrir des pistes. Les enquêteurs reprennent les dossiers. Ceux des disparitions précédentes. Pauline Reed. John Kilbride. Case Bennett. Les dates sont comparées. Les lieux analysés. Les déplacements vérifiés. Et progressivement, les correspondances apparaissent. Pas comme une évidence, mais comme une accumulation. Un élément correspond, puis un autre, jusqu'à former une structure. Les enquêteurs identifient également des liens avec les Landes, des références à Saddleworth Moor, un lieu déjà connu, mais qui prend, à ce moment-là, une autre dimension. Des recherches sont organisées. Sur le terrain, les équipes avancent lentement. Le sol est difficile. Le paysage trompeur. Mais certaines indications permettent de cibler des zones. Et les premières découvertes arrivent. Elles confirment les liens. Elles relient les disparitions entre elles. Ce qui, jusque-là, restait séparé, devient un ensemble. Une chronologie. Un fonctionnement. Et surtout, une réalité qui dépasse largement le fait initial. À partir de ce moment, l'affaire ne peut plus être limitée à ce qui s'est passé dans la maison. Elle s'étend dans le temps, dans l'espace et dans son ampleur. Avril 1966. À Chester, le procès de Ian Brady et Mira Hindley s'ouvre devant la cour d'assises. L'affaire est déjà connue. Depuis les arrestations, les éléments ont circulé. Les noms, les lieux, les premières découvertes. Mais c'est la première fois que tout est présenté de manière organisée. Dans un même cadre. Les audiences s'enchaînent. Les enquêteurs exposent leur travail. Le témoignage de David Smith est central. Il revient sur ce qu'il a vu. Sur la soirée du 7 octobre 1965. Sur la scène décrite. Les éléments matériels sont présentés. Les objets saisis. Les documents. Les enregistrements. Et surtout, les résultats des recherches menées sur Saddleworth Moor. Les découvertes confirment les liens. Elles relient les disparitions. Elles donnent une cohérence à l'ensemble. Les noms des victimes sont rappelés. Pauline Reed. John Kilbride. Case Bennett. Edward Evans. Chaque affaire est examinée. Dans sa chronologie. Dans son contexte. Ian Brady reste en retrait. Il parle peu. Répond aux questions. Sans chercher à expliquer. Mira Hindley adopte une position différente. Elle conteste certaines parties. En reconnaît d'autres. Mais sans proposer une version complète. Le procès ne cherche pas à reconstruire chaque détail. Il établit les faits. Il relie les éléments. Et il fixe les responsabilités. Pour les familles, les audiences apportent des réponses. Mais pas toutes. Certaines zones restent floues. Certains faits ne peuvent pas être entièrement reconstitués. Malgré cela, une structure est désormais claire. Ce qui était dispersé est devenu un ensemble. Mais 1966. Après plusieurs jours d'audience,
le verdict est rendu. La Cour les reconnaît coupables des faits qui leur sont reprochés. Les éléments présentés ont permis d'établir les disparitions, les liens entre les affaires, et leur implication dans chacune d'elles. La décision est claire. Ian Brady est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mira Hindley reçoit la même peine. À cette époque, la notion de peine incompressible n'existe pas encore sous sa forme actuelle. Mais la gravité des faits place immédiatement l'affaire à part. Le verdict marque la fin du procès. Mais il ne referme pas complètement l'histoire. Parce que toutes les réponses ne sont pas connues. Certaines zones restent incertaines. Notamment concernant Case Bennett. Son corps ne sera jamais retrouvé. Malgré les recherches. Malgré les indications. Ce point reste une absence. Une limite. Pour les enquêteurs. Et surtout pour la famille. La condamnation fixe un cadre. Une responsabilité. Mais elle ne reconstitue pas entièrement ce qui s'est passé. Après le verdict, le temps reprend son cours. Les audiences s'arrêtent. Le tribunal se vide. Les journaux continuent d'en parler. Puis, progressivement, l'attention se déplace. Mais l'affaire, elle, ne disparaît pas. Avec les années, Ian Brady reste incarcéré. Il parle peu. Reconnaît certains faits. Refuse d'en détailler d'autres. Ses déclarations restent partielles. Contrôlées. Mira Hindley, de son côté, évolue dans sa position. Elle reconnaît progressivement son implication. Donne des indications. Participe à certaines recherches. Notamment sur les Landes. Des fouilles sont organisées. À plusieurs reprises. Sur Saddleworth Moor. Des zones déjà explorées. D'autres identifiées plus tard. Le terrain est vaste. Irrégulier. Et malgré les efforts, tout ne peut pas être retrouvé. Le cas de Case Bennett reste sans réponse. Son corps ne sera jamais localisé. Ce point devient central. Parce qu'il laisse une absence. Une question qui ne se referme pas. Au fil du temps, l'affaire est étudiée. Reprise. Analysée. Pour comprendre comment un couple a pu agir ainsi, sur une période aussi longue, sans être identifié immédiatement. Les lieux, eux, n'ont pas changé. Les Landes existent toujours. Les chemins, les reliefs, le vent, rien ne les distingue, à première vue, d'un autre paysage. Mais leur perception, elle, a évolué. Certains endroits ne sont plus neutres. Ils sont associés à une histoire, à des recherches, à des noms. Aujourd'hui encore, certaines familles attendent. Pas une condamnation, pas un verdict, mais une réponse complète. Et dans ce type d'affaires, même lorsque la justice a tranché, tout ne se referme pas. Il reste des zones, des silences, et des lieux qui, en apparence, n'ont jamais changé.